Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode de couture et de modélisme. Et j'ai lancé il y a maintenant 3 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo qui va être consacrée à mon tout nouveau patron de couture, le modèle Athénaïs. Lors de la mise au point du patron, le modèle me faisait un effet un petit peu vestal avec cette fluidité, les volants. Donc je trouvais que ça lui allait très bien. C'est un de mes prénoms féminins préférés de tous les temps. Je le trouve trop beau. Et voilà, donc je suis très heureuse de ce choix de prénom. Je pense qu'on l'aura compris. Si vous vous appelez Athénaïs, on l'a compris également. Je trouve votre prénom sublime. En ce qui concerne le modèle, revenons-y. C'est un modèle qui se décline aussi bien en robe qu'en petit crop top. À l'instar de tous mes autres patrons, il est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF, exclusivement sur mon site internet méthodemathilde.com. C'est tout pour cette introduction, on va tout de suite commencer la vidéo. Je vais vous parler un petit peu plus en détail du modèle et pour l'occasion je prends mon Athénaïs jaune dans les mains. Pour la version robe, je vais commencer par le buste. On a un double volant avec quelques fronces, une bande d'encolure, des bretelles ajustables, un petit nœud sur le milieu du buste devant, je trouve ça trop mignon. Ensuite, en dessous des volants, un buste avec des pinces. À partir de la ligne de taille, on a une jupe, voilà. Donc en dessous de la ligne de taille, c'est une jupe. Et en bas de la jupe, un volant qui rappelle les volants du buste. Donc les volants du buste répondent aux volants de la jupe. Ça me plaisait beaucoup comme idée. Dans le dos, elle est ouverte, donc on voit bien. On a une fermeture à glissière invisible. Elle va jusqu'en haut du modèle. J'avais oublié de vous parler de la doublure. Vous avez deux options quant à cette dernière. Soit vous doublez le buste de la robe uniquement, soit vous la doublez intégralement. Il vous est ainsi tout à fait possible de choisir un tissu principal présentant une légère transparence. Je crois qu'on a fait le tour pour la robe. Je vais aller chercher le petit haut, je vais vous montrer. Le petit haut, c'est exactement le même buste que pour la robe, sauf que vous n'avez pas de pince en bas du buste. Le buste du haut n'est pas près du corps, c'est un buste qui est un peu plus évasé, mais qui se resserre avec un élastique. Et pour le mien, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai mis des petits galons de broderie anglaise en bas. Je vais vous montrer de plus près. Si vous voulez reproduire la même chose, je vous conseille de choisir un galon de broderie anglaise qui tourne bien puisque les volants du buste sont courbes. Ici, j'ai même entrepris de réaliser mes bretelles en broderie anglaise. Petit aparté sur la doublure. Le haut Athénaïs n'est quant à lui pas doublé. Sa gamme de montage est légèrement différente de celle de la robe et vous la retrouverez dans le guide explicatif illustré. Voilà pour le modèle, il correspond à un niveau en couture intermédiaire. Et on va tout de suite attaquer la couture. On prend les bustes devant et dos en tissu principal. En suivant les lignes de milieu de leurs différentes pinces, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur et le bas du vêtement. Les pinces de taille vont vers l'extérieur et les pinces de poitrine vont vers le bas. Pour le tissu principal toujours, on place les deux parties du buste dos endroit contre endroit avec le buste devant. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Puis on les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes à l'étape numéro 2, on va assembler les différents morceaux de la jupe et après on va réaliser les fronces. C'est parti pour la jupe, on commence avec la sous-étape A, l'assemblage de la jupe devant avec la jupe dos en réalisant des coutures anglaises. Donc pour le tissu principal, on place les deux parties de la jupe dos envers contre envers avec la jupe devant et non endroit contre endroit car ce sont des coutures anglaises. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 5 mm du bord et on aplatit les coutures au fer à repasser.
On rogne un petit peu dans les rentrées de ces dernières pour ne laisser que 3 mm, c'est très important. On retourne notre jupe, plaçant cette fois-ci les 3 morceaux endroit contre endroit. On les épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser, mais normalement, si on a bien rogné dans les rentrées de couture tout à l'heure, on n'a pas de petits fils. Et on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. On répète l'opération avec le volant de la jupe, mais ici, petite subtilité, les coutures anglaises sont à rabattre pour les découpes vers les côtés et pour les côtés vers le devant. Les coutures anglaises sont à rabattre différemment afin d'éviter les surépaisseurs lors de l'assemblage avec la jupe. Donc on suit bien les petites flèches sur le dessin. On continue avec la sous-étape B, les milieux dos. On surfile les lignes verticales des milieux dos de la jupe. Vous pouvez le faire grâce à votre surjeteuse si vous en avez une, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Le point zigzag de votre machine à coudre fera très bien l'affaire. Ensuite, on passe à la sous-étape C, la réalisation des fronces. L'entièreté du haut de la jupe est froncée. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur du point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. On prend la jupe en tissu principal, on pique endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. On répète l'opération avec le volant de la jupe, mais ici, étant donné sa circonférence, il est préférable de le froncer en 2 temps. Petite question technique, pourquoi doit-on piquer 2 fois ? Piquer 2 fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine ? Il est plus facile de tirer sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus de la couture et le dessous de la couture. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous le savez déjà, je le répète à chaque tutoriel, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, auquel cas, bienvenue, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Donc on continue. On place la jupe en tissu principal, désormais froncé sur sa ligne de taille, endroit contre endroit avec le buste en tissu principal. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre ces différents repères. Les crans de la jupe dos correspondent aux pinces du buste dos. Les jonctions devant-dos de la jupe correspondent aux jonctions devant-dos du buste. Et les crans de la jupe devant correspondent aux pinces du buste devant. On vérifie que les fronces soient bien répartis régulièrement. On coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de piquer les fronces sous les yeux, comme ça vous pouvez les réajuster au fur et à mesure que vous piquez. Une fois cette couture faite, on l'aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le buste et on fait attention à ne pas trop passer sur les fronces avec notre fer parce qu'elles risqueraient de perdre de leur gonflant et seraient beaucoup moins jolies. C'est terminé pour cette étape, on va passer à la suivante. Nous voilà à l'étape numéro 3, la pose d'une fermeture à glissière invisible. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment poser une fermeture à glissière invisible et assembler la doublure d'une robe au buste doublé uniquement. Vous retrouverez dans le guide explicatif illustré comment faire pour une robe intégralement doublée. Dans le guide, vous avez 2 étapes numéro 3. C'est parti pour la sous-étape A. On va s'occuper du buste en doublure. On prend le buste en doublure. On effectue un repli de 1 cm vers l'envers et on marque celui-ci au fer à repasser le long de sa ligne de taille devant et dos. Voilà ce que ça nous donne. On continue avec la sous-étape B. On va s'occuper de la fermeture à glissière invisible et je vais vous expliquer comment en poser une sans avoir à bâtir. On place les milieux dos de la jupe endroit contre endroit. On les épingle ensemble, puis du cran de la fin de la fermeture à glissière invisible, qui pour rappel fait 40 cm de long jusqu'en bas de la jupe, on pique à 1 cm du bord. Une fois cette couture réalisée, on l'ouvre au fer à repasser. Ensuite, le long des 2 milieux dos de la robe, on replie le tissu principal de 1 cm vers l'envers et on marque ce repli au fer à repasser. On prend notre fameuse fermeture à glissière invisible et on la place endroit contre les rentrées des plis, son butoir en plastique à 1,5 cm du sommet de la robe. On ne le place surtout pas plus haut parce qu'il risquerait d'entraver la couture de la bande d'encolure, donc on respecte bien ces 1,5 cm d'écart. C'est très important pour la suite. Une fois la fermeture à glissière bien placée, on l'épingle avec les rentrées des plis des 2 côtés, en faisant bien attention à ce que soient alignés de part et d'autre de la fermeture, le sommet de la robe et la jonction entre le buste et la jupe. On ouvre la fermeture
Et endroit de la robe sous les yeux, on assemble le premier ruban de la fermeture et le premier milieu dos de la robe en piquant avec notre pied presseur habituel à 5 mm du bord. On commence à piquer au sommet de la robe et on s'arrête à la toute fin du ruban. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second. Cette étape, elle va nous permettre de vérifier que les lignes devant être alignées le sont bien et ce, sans avoir à bâtir. Donc on vérifie que tout le monde est bien en face de son petit copain. Une fois cela fait, on change pour un pied spécial zip invisible. Ce pied, il va nous permettre de piquer au plus près des dents de la fermeture. Ainsi, le ruban de cette dernière ne sera que très peu visible sur l'endroit du vêtement. Ce qui est préférable lorsque, comme moi, vous n'avez pas un zip 100% ton sur ton, et ce qui est préférable de manière générale parce qu'on n'a pas envie de voir le ruban d'un zip dépasser. Donc on change bien pour un pied spécial zip invisible, puis la fermeture toujours ouverte, endroit de la robe sous les yeux, on coud une deuxième fois le premier ruban de la fermeture et le premier milieu dos ensemble. Cette fois-ci, on l'aura compris, au plus près des dents de la fermeture. On commence à piquer au sommet de la robe et on tente d'aller le plus loin possible, mais on sera arrêté par le curseur de la fermeture à glissière. Là, je force un peu, mais à un moment donné, il faut faire un point d'arrêt. Donc voilà, lorsqu'on arrive au curseur, on fait le point d'arrêt. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second milieu dos et on s'arrête de coudre exactement au même niveau que sur le premier ruban. Pour nous aider à nous arrêter exactement au même endroit, on peut faire un petit cran avant de piquer. Personnellement, je ne le fais pas, je me fie vraiment au curseur. Quand j'arrive au curseur, j'arrête. Voilà, c'est terminé pour la fermeture à glissière invisible. On va maintenant parler des finitions. Pour des finitions intérieures au top, on peut ganser le ruban de la fermeture. Pour ce faire, on se munit du biais préplié, on l'ouvre, 1 cm au-dessus de la ligne de taille, on y glisse le premier ruban de la fermeture, on le referme et on pique. Lorsque j'arrive à la fin du ruban, je coupe mon biais, je le replie sur 5 mm et je pique sur ce pli. Une fois cela fait avec le premier ruban, on répète l'opération avec le second. On passe à la sous-étape C, on va assembler la doublure. On positionne le buste en doublure endroit contre endroit avec la robe en tissu principal. On les épingle ensemble le long des milieux dos. La fermeture à glissière invisible se trouve prise en sandwich entre les deux. On pique à 3 mm des dents de la fermeture, du sommet de la robe jusqu'à la ligne de taille, c'est-à-dire la fin de la doublure, et lorsque l'on arrive à la ligne de taille, on pique sur le repli de la doublure. On n'essaye surtout pas de piquer plus près des dents de la fermeture parce qu'on risquerait d'entraver sa bonne ouverture et à la longue d'abîmer notre doublure. Donc on laisse bien ces 3 mm d'écart. Il s'agit maintenant de coudre le tissu principal et la doublure ensemble le long de leur ligne de taille. En passant par le haut de la robe resté ouvert, on attrape les rentrées de couture du tissu principal et le repli de la doublure. On les fait ressortir autant que possible en rabattant les bustes vers le bas, mais la fermeture à glissière invisible va nous bloquer vers le milieu dos. Donc on ne peut pas complètement ressortir ces rentrées de couture. On les épingle ensemble autant que faire se peut, puis l'envers du tissu principal sous les yeux, on les coud à 1 cm du bord dans le sillon de la couture d'assemblage. On commence à piquer à la pince d'eau d'un côté et on s'arrête à la pince d'eau de l'autre côté. On pique entre les deux pinces d'eau et pas davantage parce qu'il est très difficile de commencer avant et de s'arrêter après de par la fermeture à glissière invisible qui nous bloque. Une fois cette couture réalisée, on retourne la robe à l'endroit et on aplatit les coutures au fer à repasser. Enfin, on fixe la doublure à la main sur le reste de la ligne de taille.
Nous en sommes à la sous-étape D, on va s'occuper de l'encolure. On épingle le tissu principal et la doublure du buste ensemble, envers contre envers, le long de leur ligne d'encolure, en faisant bien se coïncider les différents crans et coutures, puis on les coud à 8 mm du bord. On réalise cette couture avant d'assembler les volants au buste afin d'éviter qu'il n'y ait des décalages entre le tissu principal et la doublure. C'est une couture préventive. On continue avec la sous-étape E, le milieu dos. On effectue un point zigzag sur 1 cm en haut de la fermeture à glissière afin de fixer les deux milieux dos ensemble. Le haut de la robe restera ainsi fermé, c'est pas une robe que l'on peut enfiler par les hanches, par les fesses, c'est une robe que l'on enfile par les épaules. Nous en sommes à l'étape numéro 4, on va s'occuper des volants du buste. On place le petit volant devant envers contre envers avec le petit volant dos. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté. On les coud à 5 mm du bord et on aplatit les coutures au fer à repasser. On rogne un petit peu dans les rentrées de ces dernières pour ne laisser que 3 mm. On retourne notre petit volant plaçant cette fois-ci les deux morceaux endroit contre endroit. On les épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser, mais normalement si on a bien rogné dans nos rentrées de couture tout à l'heure, on n'a pas de petits fils. Puis on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Une fois cela fait avec le petit volant, on répète l'opération avec le grand volant. Néanmoins, afin d'éviter de vilaines surépaisseurs lors de l'assemblage des volants avec le buste, on rabat les coutures anglaises de ce dernier vers le devant. Donc les coutures anglaises du petit vont vers le dos, celles du grand vers le devant, comme sur le dessin. On continue avec la sous-étape B, on va réaliser les ourlets mouchoirs du volant. On prend les volants. Tout le long du bas de ces derniers, on effectue des replis de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord des plis. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture. Puis on réalise de nouveaux replis, toujours de 5 mm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser. Une fois cela fait, envers sous les yeux, on pique ces nouveaux replis dans le sillon de nos premières coutures. C'est parti pour la sous-étape C, on va s'occuper des fronces des volants. On place le petit volant autour du grand. On les épingle ensemble le long de leur ligne supérieure en faisant bien se coïncider les différents repères. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Comme pour la jupe, on pique endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. Puis, afin de former les fronces, comme tout à l'heure, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Ici, je vous conseille de réaliser les fronces en 2 temps. Au cas où vous vous posez la question, parce que les testeuses me l'ont parfois demandé, on fronce bien les deux volants en une seule fois. On place les volants désormais froncés envers contre endroit avec le buste en tissu principal, c'est-à-dire que l'envers du grand volant se retrouve contre l'endroit du buste. On les épingle ensemble le long de leur ligne d'encolure en faisant bien se correspondre ces différents repères, le milieu devant et dos, les coutures des côtés et l'écran des bretelles. On vérifie que les fronces soient bien répartis régulièrement, puis on coud ces deux parties ensemble à 8 mm du bord. Ici, je vous conseille de piquer les fronces sous les yeux, comme ça vous pouvez les réajuster au fur et à mesure. Nous voilà à l'étape numéro 5 qui est consacrée à la bande encolure, aux bretelles et aux nœuds. Je vous préviens, elle est assez longue. On commence avec la sous-étape A, on va préparer la bande d'encolure. On place la bande d'encolure devant endroit contre endroit avec la bande d'encolure dos. On les épingle ensemble le long d'un des deux côtés. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. On prend notre appareil à biais de 18 mm.
On passe le tissu à l'intérieur de l'appareil en nous aidant soit d'une paire de ciseaux ou bien d'une petite épingle. Personnellement, j'utilise une petite épingle. On tire sur le tissu, puis au fur et à mesure, on aplatit au fer à repasser les 2 plis qui se forment. On replace la bande d'encolure devant endroit contre endroit avec la bande d'encolure dos. On les épingle ensemble le long du côté resté volant en ouvrant les plis. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. Voilà ce que ça nous donne. Puis on reforme les plis. Une fois cela fait, on replie la bande d'encolure en 2, formant un 3e pli et on aplatit également ce dernier au fer à repasser. Ici, il est nécessaire de créer un décalage d'au moins 2 mm entre les 2 premiers plis afin de faciliter le montage de cette bande à l'étape suivante. La partie la plus courte sera à l'extérieur du vêtement, tandis que la partie la plus haute sera à l'intérieur du vêtement. On prend notre temps afin que ce décalage de 2 mm soit uniforme partout. On continue avec la sous-étape B, on va assembler la bande d'encolure. On place la partie extérieure de la bande d'encolure endroit contre endroit avec le buste devant et dos. Les volants se retrouvent pris en sandwich entre les deux. On les épingle ensemble le long de l'encolure en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Sur le devant, les premiers crans de la bande, c'est-à-dire le début des bretelles, correspondent au premier cran du buste. Les seconds crans de la bande, la fin des bretelles, correspondent au second cran du buste. Et le milieu devant de la bande correspond au milieu devant du buste. Sur le dos, c'est exactement la même chose. Les premiers crans de la bande, le début des bretelles, correspondent au premier cran du buste. Les seconds crans de la bande, la fin des bretelles, correspondent au second cran du buste. Et enfin, le milieu dos de la bande correspond au milieu dos du buste. Voilà, l'envers de la bande sous les yeux, on coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord dans le sillon de sa pliure, dans le sillon de la pliure de la bande. Lors de la mise au point du patron, afin que l'encolure se tienne bien, j'ai raccourci la longueur des bandes d'encolure devant et dos et je les ai placées dans le biais. De ce fait, les bandes d'encolure devant et dos sont plus courtes que le buste. Ainsi, lors de la couture, il vous faudra tirer légèrement sur les bandes d'encolure afin qu'elles épousent parfaitement le buste. On rogne dans les rentrées de couture pour ne laisser que 8 mm, la hauteur de la bande d'encolure une fois terminée. Mais attention, on ne rogne surtout pas davantage dans les rentrées de couture parce que cela risquerait de se voir une fois le vêtement terminé. Il est nécessaire que la bande d'encolure soit remplie uniformément pour être esthétique. Si on rogne trop, on va se retrouver avec une partie de la bande d'encolure vide et ça va faire des changements d'épaisseur un petit peu étranges. Donc on prend notre temps en rognant pour que ce soit bien uniforme. Lors de la mise au point du patron, j'ai hésité entre différentes techniques de montage pour la bande d'encolure et lorsque j'ai tourné le tutoriel vidéo, j'avais sélectionné une option où on piquait le repli intérieur. C'est pour cela que vous voyez sur les vidéos une petite couture à l'intérieur de la bande, ce qui n'est pas du tout le cas sur la technique finale qui est selon moi beaucoup mieux. Ainsi, ne vous inquiétez pas si vous voyez cette piqûre, vous n'avez loupé aucune étape, elle n'est pas supposée exister. J'ai modifié la gamme de montage à la fin de la vidéo et je ne pouvais malheureusement pas retourner ces plans. On continue avec la sous-étape C, la réalisation des bretelles et du nœud. On prend les bandes destinées à la réalisation des bretelles et du nœud, ainsi que l'appareil à biais de 18 mm. On place le tissu à l'intérieur de l'appareil, toujours en nous aidant d'une paire de ciseaux ou d'une épingle. On tire sur le tissu, puis au fur et à mesure, on aplatit au fer à repasser les 2 plis qui se forment. Une fois cela fait, on replie les bandes en 2, formant un 3e pli, et on aplatit également ce dernier au fer à repasser. Ici, ce n'est pas comme tout à l'heure, il ne faut pas créer de décalage, donc on fait bien attention à ce que les 2 premiers plis soient l'un sur l'autre. On prend notre temps, puis on coud à 1 mm du bord les 2 premiers plis afin de fermer les bandes. Il s'agit maintenant de réaliser les finitions. Aux extrémités de la bande destinée à la réalisation du nœud, on effectue 2 replis de 5 mm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser, puis on fixe ces plis à la main sur leurs 2 côtés. Nous voilà à la sous-étape D. Les bretelles du modèle Athénaïs sont ajustables et pour la réalisation de ces dernières, nous avons besoin de 4 petites pièces, 2 curseurs de réglage et 2 anneaux. On prend une des 2 bretelles, un curseur et un anneau. On passe l'une des extrémités de la bretelle autour de la barre centrale du curseur. On replie le bord de la bretelle de 5 mm vers l'envers et on le place à 1 cm du curseur. On épingle, voilà ce que ça nous donne.
Puis on fixe ce repli au reste de la bretelle à la main sur ses côtés. On passe l'extrémité de la bretelle restée volante à l'intérieur de l'anneau, puis on la passe autour de la barre centrale du curseur, englobant le premier passage du tissu. Une fois cela fait avec la première bretelle, on répète l'opération avec la seconde. On considère désormais les parties libres des bretelles comme leur devant et les parties avec l'anneau comme leur dos. Je vous conseille de faire des bretelles asymétriques, c'est-à-dire que pour l'une des bretelles, vous mettez la couture du côté gauche et pour l'autre des bretelles, vous mettez la couture du côté droit. Ensuite, en cousant les bretelles au buste, personnellement, je place la couture sur les côtés. Je trouve ça plus logique ainsi, mais bon, si vous faites le même, c'est pas la fin du monde non plus. Avant de coudre les bretelles ajustables à votre robe, je vous conseille de vérifier leur longueur. Il s'agit de vous assurer qu'une fois les bretelles ajustées à votre stature, le curseur de réglage ne se place pas trop haut sur votre omoplate. S'il est trop haut, je vous conseille de les raccourcir de quelques centimètres. Voilà. On continue avec la sous-étape E, l'assemblage des bretelles. On place l'extrémité devant des bretelles sous la partie intérieure de la bande d'encolure du buste devant. L'endroit des bretelles est dirigé vers nous et il se trouve contre le repli de la partie intérieure de la bande. On les épingle ensemble en suivant bien les repères indiqués sur le patron. Les premiers crans de la bande correspondent au début des bretelles et les seconds crans de la bande correspondent, sans surprise, à la fin des bretelles. On épingle tout ce petit beau monde et on coud les bretelles à 1 mm du repli de la bande. On rabat doublement la partie volante de la bande d'encolure devant et dos cousue aux bretelles sur le devant à l'intérieur du vêtement en suivant les plis marqués au fer à repasser au préalable. On épingle ces plis en faisant bien attention à ce que la partie de la bande d'encolure visible à l'intérieur du vêtement soit plus haute que la partie de la bande d'encolure visible à l'extérieur du vêtement. Et pour l'occasion, on dirige les bretelles vers le bas. Puis on réalise une couture sillon, c'est-à-dire qu'endroit du buste sous les yeux, dans le sillon de la couture d'assemblage initiale, on pique en prenant en dessous le bout de la bande d'encolure pliée. On fait attention en piquant à ne pas grimper sur la partie extérieure de la bande d'encolure parce que cela se verrait beaucoup et n'oublions pas que cette couture sillon est destinée à rester invisible. Lorsque l'on réalise cette couture, mieux vaut se décaler un petit peu vers les volants plutôt que de risquer de grimper sur la bande parce que ce sera moins visible une fois le vêtement porté. Donc on y va tout doux et une fois cela fait, on aplatit la couture au fer à repasser. Si on n'arrive pas à attraper la partie intérieure de la bande d'encolure dans notre couture sillon, ce n'est pas grave du tout, plusieurs options s'offrent à nous. Premièrement, on peut tout à fait fixer la partie intérieure de la bande d'encolure à la main, voilà, avec des petits points à la main. Secondement, on peut aussi réaliser une couture visible, c'est-à-dire qu'au lieu de piquer dans le sillon de la première couture, on pique carrément sur la bande d'encolure à 1 mm de son bord. De la sorte, on est vraiment sûr d'attraper le petit bout en dessous. Puis pour maintenir les bretelles plaquées à la bande d'encolure, on réalise quelques petits points invisibles à la main. Nous en sommes à la sous-étape F. Je suis désolée, ce n'est pas encore la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc on va s'occuper des anneaux. On place les anneaux contre la partie intérieure de la bande d'encolure du buste dos en suivant bien l'emplacement des bretelles indiquées sur le patron. On vérifie que les bretelles n'ont pas vrillé, puis on les fixe à la main. Parlons bretelles de soutien-gorge, je vous donne un petit peu de contexte. Lors de la mise au point du patron, j'ai fait en sorte que les bretelles du modèle Athénéis recouvrent les bretelles d'un soutien-gorge classique. Néanmoins, je me suis vite rendu compte qu'en mouvement, on pouvait apercevoir un décalage. Alors en pratique, ce n'est pas la fin du monde, mais puisque j'ai des marottes et que tous mes soutiens-gorge beige finissent par griser, j'ai entrepris de me coudre des bretelles de soutien-gorge dans le tissu de mes robes, pour un rendu plus discret.
Alors, je sors de mon petit pochon mes merveilles. J'en ai 4 pour les 2 robes. C'est globalement le même processus que lorsque l'on coud la bretelle dans le modèle, mais il y a juste des petites pièces en plus que je vais vous montrer au cas où vous vouliez faire la même chose. On a besoin du même curseur de réglage, mais on n'a pas besoin de l'anneau. Il suffit de remplacer l'anneau par des petits crochets. Un petit crochet de chaque côté, je vais vous les montrer. Tous ces petits bouts-là, je les ai achetés chez Fil 2000. Ils en ont en doré, ils en ont en blanc, ils en ont en plastique un peu transparent. Tout ça, ça se trouve en mercerie, ça se trouve dans plein d'endroits, sur internet, tout ça, tout ça. Voilà pour mes petites bretelles, je les range. Nous en sommes maintenant à la dernière sous-étape, l'étape du nœud, la sous-étape G. On plie la bande destinée à la réalisation du nœud en 2. On place son pli au milieu du buste devant, puis en suivant la couture sillon de l'encolure, on coud la bande au buste à l'intérieur de son pli. Et on fait attention lors de cette couture à ne pas trop déborder sur les volants. Je fais personnellement un petit aller-retour pour que ce soit très solide, puis on forme le nœud. Nous voilà à l'étape numéro 6, l'avant-dernière étape de ce tutoriel vidéo. On va s'occuper des volants de la jupe. On place les volants foncés sur leur ligne supérieure endroit contre endroit avec la ligne inférieure de la jupe. On les épingle ensemble en faisant se correspondre ces différents repères. Les jonctions devant dos des volants correspondent aux jonctions devant dos de la jupe. Les découpes volants devant correspondent au cran jupe devant. Les milieux devant des volants correspondent au milieu devant de la jupe. Les découpes volants dos correspondent au cran jupe dos. Et enfin, le milieu dos des volants correspond à la couture milieu dos de la jupe. On vérifie que les fronts soient bien répartis régulièrement, puis on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille comme à chaque fois de piquer les fronts sous les yeux pour pouvoir les réajuster au fur et à mesure que vous piquez. Une fois cette couture réalisée, on l'aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la jupe. Pour des finitions intérieures au top, on peut ganser cette couture. Je vous détaille cela dans le guide explicatif illustré. Ici, je n'avais plus de billets, on était en fin de journée, il faisait chaud, je n'avais pas envie d'en faire, donc j'ai surjeté. Nous en sommes à l'étape numéro 7, la dernière étape de ce tutoriel vidéo, et on va réaliser l'ourlet. Tout le long du bas des volants de la jupe, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture, puis on réalise un nouveau repli, toujours de 5 mm vers l'envers, et on marque ce dernier au fer à repasser. Enfin, envers sous les yeux, on pique ce nouveau repli dans le sillon de notre première couture. Voilà, la robe Athénaïs bleue est désormais terminée. Je vous montre les résultats apportés tout de suite. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle Athénaïs vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et surtout j'ai hâte de voir vos propres versions du modèle Athénaïs. Un grand merci aux testeuses qui ont testé ce patron. Elles m'ont été d'une grande aide et merci au Château de la Perrière pour leur accueil. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!